Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, une tentative de coup d'État militaire secoue la Turquie, enflamme Ankara et embrase Istanbul. Les putschistes déclarent agir au nom de l'état-major des armées turques. Ils annoncent que leur intervention a pour but de rétablir la démocratie. Le pays que Mustafa Kemal Atatürk a fondé il y a près d'un siècle, en le tirant de l'abîme, est assailli une nouvelle fois par ses démons. Les partisans du régime prennent d'assaut, à main nue, les tanks des putschistes. Le complot est déjoué. Le président Recep Tayyip Erdogan sort vainqueur de l'épreuve. Le cadeau divin qu'il voit dans le coup d'État avorté débouche sur une purge massive. 150 000 opposants arrêtés, 50 000 emprisonnés. Ainsi va la Turquie moderne au cours de sa brève histoire. Il y a deux leaders dans l'histoire politique de la Turquie. Tous deux ont été au pouvoir le plus longtemps. L'un est Atatürk, l'autre est Erdogan. D'un côté, le militaire, le révolutionnaire, l'occidental, le laïciste. De l'autre, le militant, le réactionnaire, l'oriental, l'islamiste. Les deux grandes figures qui bornent le petit siècle d'existence de la République turque semblent s'opposer en tout, à moins qu'il ne s'agisse en fait de deux frères ennemis à la parenté secrète et cachée. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin Mustafa Kemal Atatürk est le leader qui a fondé notre République. kuruluş döneminin lideridir. Il est le chef de la période des fondations. Quant à Erdogan, c'est le leader de l'essor et des apogées retrouvés. Le nouveau sultan rêve d'instaurer la charia et de restaurer le califat. Il se veut le maître du monde musulman. Il aspire à dominer l'Orient, il défie Washington et Bruxelles, s'allie avec Moscou et Téhéran, envoie des bataillons en Irak et en Syrie. Erdogan effraie l'Occident. À Istanbul, les foules l'acclament. Et même les rappeurs chantent ses louanges. Aujourd'hui, Erdogan cherche à être un Atatürk à sa façon, mais sans s'identifier totalement à Mustafa Kemal. Je pense qu'il se conçoit davantage comme un sultan de l'Empire ottoman. Ce n'est pas le sultan Recep Tayyip Ier qu'il veut devenir, c'est l'Atatürk islamiste, c'est-à-dire le refondateur près de 100 ans après la fondation de la République turque, le refondateur de la République turque, dans un ancrage, non pas comme Mustafa Kemal, éloigné de l'islam, mais dans un enracinement au cœur même de l'Oumma, de la communauté sunnite. La Turquie, depuis 100 ans ou presque qu'elle existe, sera allée de vertige en vertige. Elle n'aura cessé d'être écartelée entre l'Europe et l'Asie, la modernité et la tradition, la caserne et la mosquée. Sous le pouvoir militaire comme sous le pouvoir religieux, elle aura été la fabrique d'un même mythe nationaliste, d'une même identité imaginaire, construite sur l'élimination de toutes les différences et de toutes les dissidences. Car il n'y a pas deux Turquies mais une seule, celle du sabre et du turban, de leur lutte continue et de leur convergence finale. Celle qui n'en finit pas d'être hantée par les fantômes de ses origines, la même Turquie de Kemal et d'Erdogan. Pour comprendre ce qu'est la Turquie par-delà ses contradictions, il faut plonger dans sa genèse.
À l'image du sultan Mehmed V qui accueille le Kaiser Guillaume II, c'est un monde agonisant, l'homme malade de l'Europe, disait-on, qui se range en 1914 aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, le camp des perdants de la Première Guerre mondiale. La Turquie naît sur les décombres de l'un des plus grands empires de l'histoire, assis à son apogée sur 3 continents et 4 mers. L'islam sunnite en est le ciment. Mais le pluralisme religieux existe dans cet univers multiethnique. Les Arméniens apostoliques, les Grecs orthodoxes et les Juifs séfarades constituent les plus importantes communautés non musulmanes tolérées par le pouvoir central. Je pense qu'il faut préciser ce qui est la tolérance de l'Empire ottoman. La tolérance en question est une tolérance basée sur une conception très hiérarchique des communautés. Et par conséquent, cette tolérance est manifestée par le groupe dominant, c'est-à-dire le groupe sunnite turc, vis-à-vis des autres groupes, les chrétiens orthodoxes, les arméniens, les juifs, grosso modo. À partir du moment où les autres minorités contre lesquelles on manifeste une certaine tolérance commencent par exemple à demander l'égalité, là la tolérance s'arrête. Tout au long du XIXe siècle, l'Empire ottoman endormi craque sous le réveil des révolutions et des indépendances nationales. C'est d'abord la Grèce qui conquiert son indépendance en 1830. Puis les peuples serbes, bulgares, roumains s'affranchissent tour à tour du sultan. La sublime porte perd un à un les territoires qu'elle avait conquis en Europe. L'appétit des grandes puissances coloniales, la France, l'Angleterre, accélère le démantèlement de l'Empire. La République dont nous parlons a été fondée dans ce contexte, dans la terreur de la division. Cette peur est ancrée dans notre patrimoine génétique culturel. Elle nous dit « nous allons être anéantis ». À mon avis, derrière les réflexes actuels se cache toujours ce sentiment inconscient. En 1914, un triumvirat préside aux destinées de l'Empire. Ce sont les jeunes Turcs unionistes. Ils se nomment Cemal Pacha, Enver Pacha et Talaat Pacha. Fascinés par l'exemple de l'Occident, ils considèrent que seul un nationalisme radical peut sauver leur héritage. Les jeunes Turcs, eux aussi, rêvent de révolution, de nation et de modernité à l'européenne. Né à Thessalonique, dans la partie balkanique de l'Empire, Mustafa Kemal est l'un d'eux. Mustafa Kemal est typique de la dernière période de l'État ottoman, de la bureaucratie ottomane, essentiellement dont le centre de gravité est dans les Balkans, qui se considère comme européenne, qui se considère comme totalement formée par les idées positivistes et jacobins et adorateur de la Révolution française. L'un des idéologues majeurs est un poète, Ziya Gökalp. Il a défini le nationalisme turc. À la base de sa théorie, il y a ces mots. Nous allons turquifier, islamiser et moderniser les territoires qui nous restent. Ces 3 piliers de Ziya Gökalp constitue l'un des mécanismes qui va irrésistiblement entraîner le génocide des Arméniens. Au printemps 1915, la population arménienne de l'Empire ottoman subit le premier génocide du XXe siècle. Les Arméniens sont au centre des terres que veulent unifier les jeunes Turcs et font obstacle à la fusion avec les peuples turcophones d'Asie.
Les hommes sont exterminés sur place. Les femmes, les enfants, les vieillards sont déportés dans le désert mésopotamien. Rares sont ceux qui réchapperont des marches de la mort. Le bilan du génocide s'élève à 1 600 000 victimes. On considère que ce problème doit être éradiqué, détruit dans sa racine. Et c'est comme ça que nous assistons à des politiques d'une extrême cruauté qui, d'une certaine manière, préfigure ce qui va se passer ensuite, même en Europe occidentale, avec l'Holocauste. Déjà, les jeunes Turcs unionistes mêlent le religieux et le politique pour assurer leur construction nationale. Et déjà, ils mobilisent les Kurdes pour les assimiler. Ils enrôlent nombre d'entre eux dans l'exécution des massacres. L'idée était de dire, il y a une unité musulmane, les Kurdes sont musulmans sunnites, les Turcs sont musulmans sunnites et les Arméniens sont des chrétiens. Donc, il est évident qu'il faut utiliser le clivage religieux pour isoler les Arméniens et il ne faut jamais oublier que le génocide de 1915 a été perpétré sous l'étiquette de la guerre sainte, du djihad. Mais là où l'Allemagne s'est repentie de la Shoah perpétrée par les nazis, là où les Kurdes ont demandé pardon pour leurs exactions, l'État turc continue de nier le génocide commis sous l'Empire ottoman. Recep Tayyip Erdogan, le premier. Il est extrêmement difficile d'extirper le génocide arménien de l'histoire officielle turque, qui a été construite en toute hâte pour enfouir comme une pelleteuse recouvrirait un charnier, pour enfouir un crime d'État, un crime contre l'humanité, qui a permis quelque part à la Turquie de se relever de ses ruines et de sortir de son archaïsme. La difficulté est là. Pour les Arméniens, c'est une question de dignité individuelle, familiale, mais aussi collective. Pour la Turquie, c'est une question d'indignité nationale. L'amnésie morale a aussi pour raison l'essor économique, grâce auquel la Turquie nouvelle entend avoir une place parmi les grandes nations modernes, marchandes et industrielles. Les terres arméniennes ont été confisquées, les biens arméniens, les maisons arméniennes. Donc, en quelque sorte, la Turquie d'aujourd'hui s'est fondée sur la base de ce génocide. Et donc, certes, c'était l'Empire ottoman, mais tous les descendants, en quelque sorte, des Ottomans dans ce territoire qui est l'Asie mineure, ont, d'une manière ou d'une autre, profité, ou leurs ancêtres ont profité de cet acte d'extermination. Beaucoup de ces dynasties turques actuelles, ultramodernes, qui construisent la puissance économique de la Turquie d'Erdogan, sont issues de cette phase de spoliation qui se produit entre 1915 et 1920-22, jusqu'à la création de la République turque moderne. Aussi, depuis Kemal, la Turquie ne professe-t-elle que de vagues regrets, qu'Erdogan se contente de répéter au mot près. La négation est la doctrine officielle, enseignée depuis l'école. Soulever la question est un crime antipatriotique, puni par la loi en Turquie, et qui condamne à la prison ou à l'exil. Ermeni meselesi dünyanın her yerinde Türkiye'ye karşı elverişli bir şantaj aracı, hatta bir sopa olarak kullanılmaya başlandı. Bizim geçmişimizle ilgili utanacağımız hiçbir meselemiz yoktur. Tüm dünyaya sesleniyorum. Beğenirler, beğenmezler. Bizim Ermeni meselesindeki tavrımız en başından beri nettir. Biz soykırım ithamını asla kabul etmiyoruz.
Ils ont voulu faire de moi un criminel. Mais cette accusation servait en fait à cacher le fait que ma voix les gênait, car elle était jugée trop critique. Cela parce que j'ai été le premier romancier en Turquie à aborder le sujet du génocide arménien et à m'impliquer pour la reconnaissance du génocide de façon très active. C'était cela, le vrai motif dissimulé derrière mon incrimination. Et ils ont créé une histoire, un récit imaginaire autour de la question arménienne. Le génocide n'a pas existé déjà. Et nous avons créé cette magnifique pays. Donc tout le monde a été formaté dans ce récit-là. À la vérité historique, l'État turc préfère le mythe de la survie face à l'hostilité universelle. 1918, l'Empire est vaincu et les jeunes Turcs balayés. Les cuirassés des Alliés contrôlent le Bosphore. Français, Anglais, Italiens et Grecs débarquent et quadrillent le sol ottoman. Le 10 août 1920, l'émissaire du dernier sultan, Mehmed VI, qui se plie aux ordres des forces d'occupation, signe le traité de Sèvres, synonyme d'un ineffaçable traumatisme national. Au sud, les provinces arabes passent sous mandat français et anglais. Paris, Londres et Rome s'arrogent également des zones d'influence au cœur de l'Anatolie. À l'ouest, la Thrace orientale, la pointe de la mer Égée et Smyrne reviennent à la Grèce. À l'est, ressurgit une grande Arménie et l'autonomie est reconnue aux Kurdes, ébauche d'un futur Kurdistan. L'Empire ottoman n'est plus qu'un État croupion, réduit aux steppes de sa partie continentale et à Constantinople, la future Istanbul, soumise au contrôle des Alliés. En 3 siècles, sa superficie a été divisée par 12. La signature du traité de Sèvres est en fait la continuation de la défaite turque auprès des Allemands, donc face aux Britanniques, aux Français, aux Italiens, etc. Et ce traité, en fait, c'est un vieux rêve en même temps cultivé par les Européens, on peut dire par certains Européens, qui est de démembrer l'Empire. Mais rapidement, une opposition nationaliste se forme. Mustafa Kemal va s'imposer comme son chef. L'intrépide guerrier de Gallipoli est un officier victorieux dans un empire vaincu. C'est lui qui va mener la bataille pour venger l'humiliation du traité de Sèvres. Il est le grand héros de cette guerre contre l'Entente. Il a aussi la chance de ne pas se trouver là où il y a eu les grands crimes contre les Arméniens. Donc, d'une certaine manière, il est présenté comme innocent de cette sombre période. Kemal unifie sous sa direction idéologues, notables et chefs tribaux. Il compose aussi avec les dignitaires religieux, sachant que l'islam reste le meilleur levier patriotique pour mobiliser le peuple. Une partie des Kurdes revendique la création d'un Kurdistan. Mustafa Kemal réussit à créer une unité religieuse et en promettant aux Kurdes des autonomies, et une unité religieuse, c'est-à-dire la nation musulmane, sunnite essentiellement, contre la domination des chrétiens. Paris et Londres trahissent Athènes et plient bagages. Les Grecs se retrouvent dès lors seuls face aux troupes de Kemal qui enchaînent les succès militaires. Élevé au rang de maréchal, il devient le Ghazi, le victorieux, titre honorifique conféré aux plus valeureux des combattants de l'islam. Le futur autocrate tisse sa légende.
Au bout de 3 ans de guerre, l'armée grecque est mise en déroute. Smyrne, bientôt renommée Izmir, est en proie aux flammes. C'est alors que la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, décide l'échange des populations. 1 500 000 Grecs doivent quitter ces rivages où leurs aïeux demeuraient depuis 25 siècles. L'échange des populations est une purification ethnique, dans les deux sens d'ailleurs, parce que les musulmans de Grèce ont été aussi obligés de partir. Et cet idéal de l'homogénéité ethnique est un idéal introduit, importé de l'Europe occidentale, dans un espace ottoman où l'idéal était exactement le contraire. Évidemment, ça va faire des ravages. Aujourd'hui encore, la décomposition de l'Empire ottoman se poursuit, du Proche-Orient aux Balkans, gangrénant l'Irak ou la Syrie, comme l'ex-Yougoslavie. Des lieux précisément dans lesquels aime revenir Erdogan, accueilli en sauveur au Kosovo ou en Bosnie-Herzégovine. Aujourd'hui, quand on évoque les pourparlers entre la Serbie et le Kosovo pour des échanges de territoires correspondant à des unicités ethniques, je veux dire, on se retrouve exactement dans la même problématique. C'est pas tout à fait un hasard, peut-être d'ailleurs, que cette région des Balkans a été autrefois partie de l'Empire ottoman. De cette nostalgie impériale qu'il insuffle à ses compatriotes, Erdogan a su faire un argument électoral et une arme diplomatique. Bakınız bugün biz Suriye deyince, Irak deyince, Kırım deyince, Batı Trakya deyince, Bosna deyince birileri sanki uzaydan gelmiş gibi yüzümüze bakıyor. Hatta daha da ileri gidip tam bir cahil cesaretiyle Türkiye'nin Irak'la ilişkisi ne olabilir? Bosna'yla ilişkisi ne olabilir diyebiliyorlar. Halbuki bugün başka dünyalardan bahseder gibi sözünü ettiğimiz bu coğrafyalar bizim canımızın birer parçasıdır. Gaziantep'le Halep'i, Rize'yle Batum'u, Edirne'yle Gümülcine'yi, Kırcaali'yi, Bursa'yla Üsküp'ü birbirinden farklı düşünmek mümkün mü? Evet, bu şehirler fiziki olarak başka ülkelerin sınırları içindedir. Ama bizim gönül sınırlarımız oraları kapsayacak şekilde geniştir. Il est clair que Kemal Atatürk a essayé de créer un ensemble le plus uni possible, et c'était ça l'objet de son nationalisme, le plus uni possible, donc sur une base turco-islamique, si je puis dire. Arméniens et Grecs ont été rayés de la carte, de même que les Syriaques et les Assyriens. Les Juifs ont été réduits au silence et avec eux, les Dunmé ou les Laz, ainsi que toute communauté minoritaire. Leur présence, pourtant séculaire, n'est plus que résiduelle et toujours plus opprimée. Cette politique d'épuration religieuse va aboutir à ces résultats inespérés, puisque en 1914, dans les territoires actuels de la République de Turquie, il y a à peu près 25 à 30% de population non musulmane. En 1924, il n'y a plus que 2%. En 1923, un traité chasse l'autre. Lausanne détricote Sèvres. Les grandes puissances entérinent la victoire de Kemal et redécoupent les frontières. L'idée d'un État arménien, le projet d'un État kurde, sont jetés aux oubliettes. Un nouveau pays sort de terre, la Turquie. Son libérateur s'en veut le démiurge. Le but est de remplacer cet empire religieux strict qu'était l'Empire ottoman par un empire laïque.
Et c'était très difficile de le faire en Turquie parce que la Turquie représentait le califat. Elle était à la tête du monde musulman. Désormais, en fait, le cœur de la nation, c'est la nation turcifiée, la nation qui parle turc, la nation qui s'identifie dans une culture ethno-turque. Le dernier sultan et calife, destitué, a déjà fui quand les soldats anglais quittent Istanbul sous le regard des citadins arborant le fez, la coiffe ottomane traditionnelle. Mais plus pour très longtemps. Une nouvelle ère commence. La première république de Turquie est proclamée le 29 octobre 1923. Mustafa Kemal, le Ghazi, en devient le président absolu. Mustafa Kemal veut vraiment réformer l'Empire, il veut surtout créer une nation moderne. En conséquence, il va agir de manière très autoritaire, avec une certaine violence, et par une série donc de réformes qui vont concerner l'islam et la civilisation ottomane. Il va changer donc la physionomie de ce pays en l'espace de entre 1925 et 1935, on peut dire. En 10 ans, il transforme totalement l'Empire. Sous Atatürk, l'appel du moufti à la prière se fait non plus en arabe, mais en turc. Suppression des tribunaux religieux, fermeture des écoles coraniques. En Turquie, la laïcité signifie que l'islam passe sous le contrôle de l'État souverain. En fait, on le présente souvent comme un personnage qui combat l'islam. Il est vrai qu'il le combat, mais c'est plutôt un réformateur musulman. Il veut garder l'islam comme marqueur identitaire du peuple turc, donc de cette future nation qu'il va créer, dont il va jeter les bases, mais en même temps, il veut un islam éclairé. Et si vous résumez ces textes sur la laïcité, il dit en gros, nous sommes tous turcs, puisque nous sommes turcs, nous sommes tous musulmans, et puisque nous sommes tous musulmans, nous pouvons tous être laïcs. Donc l'islamisation est posée comme la condition préalable de la laïcité elle-même. Unification de la nation, unification de la religion. Les Turcs ne forment qu'une seule réalité, monolithique, sous un pouvoir de type monarchique. L'administration gère les mosquées. Un bureau des affaires religieuses, le Diyanet, est créé, et les imams deviennent des fonctionnaires. Les mesures de Mustafa Kemal entre 25 et 35, naturellement, vont rencontrer de très très fortes résistances. Principalement, c'est l'islam conservateur réactionnaire et les structures, les associations les plus puissantes que sont les confréries soufis, très orthodoxes, très structurées, avec des maîtres spirituels qui sont quasiment des chefs politiques et qui, donc, naturellement, vont se heurter au pouvoir et dont les actions et les chefs donc, seront emprisonnés, les actions réprimées avec violence. Pour que la nation nouvelle puisse rivaliser avec l'Occident, Mustafa Kemal ne pose aucune limite à sa boulimie réformatrice. La rue turque change de physionomie. Le moindre signe traditionnel est proscrit. Et Kemal de proclamer: il était nécessaire de rejeter le fez qui était sur nos têtes comme l'emblème de l'ignorance, du fanatisme, de la haine du progrès, pour adopter à sa place le chapeau et montrer qu'il n'y avait aucune différence entre la nation turque et la grande famille de la civilisation. En 10 ans, la Turquie va faire face à une révolution politique, sociale et culturelle que seuls égaleront les totalitarismes rouges ou bruns qui lui sont contemporains. On supprime les poids et mesures à l'ancienne, on adopte les poids et mesures occidentaux, on adopte les calendriers donc occidentaux. Voilà, tout est transformé de manière extraordinaire pour un pays du monde musulman. Depuis Ankara, la nouvelle capitale à l'architecture futuriste, Kemal le démiurge se fait l'éducateur du peuple. La langue turque est purgée du passé. La graphie arabe cède la place à l'alphabet latin. Les chiffres également. L'école obligatoire sert de matrice à l'idéologie nationale.
Sur le modèle européen, chacun est tenu d'adopter un patronyme. Et Mustafa Kemal, le Ghazi, devient Atatürk, le père des Turcs. Maître en propagande, Atatürk sillonne sans relâche le pays pour annoncer la révolution industrielle dans le monde rural. Nous rentrons dans un régime de parti unique, un régime autoritaire, un autoritarisme moderniste, certes, un autoritarisme éclairé, une dictature d'une certaine manière, une dictature éclairée, mais une dictature. Mustafa Kemal n'est absolument pas démocrate, il exclut la démocratie, il peut être moderne, mais il exclut la démocratie. La Turquie kémaliste, à partir de 1930, se considère comme l'un des 3 modèles antidémocratiques et antilibéraux d'un monde qui est souhaité antidémocratique aussi, les 2 autres modèles étant le bolchevisme et le fascisme italien. Le Turc, lui aussi, doit être un homme nouveau, régénéré, affranchi. Et il se confronte également à l'hostilité du monde ancien. Sans cesse, il lui faut se dépasser. Les ennemis de l'extérieur ont été chassés, restent les ennemis de l'intérieur à épurer. Les Kurdes sont là et c'est le problème non résolu de la sortie de l'Empire. Derrière la façade de l'homogénéité, il y a de la diversité. Pourquoi? Parce que les Kurdes étaient musulmans, donc ils étaient considérés dans les face-à-face avec les chrétiens comme faisant partie du camp musulman, mais ils ont une autre identité, une identité régionale, une identité linguistique, certains une spécificité religieuse aussi, ils ne sont pas tous sunnites. La répression dont sont victimes les Kurdes sous Erdogan n'est que l'écho de celle qui les a frappés 100 ans plus tôt ou presque sous Kemal. En 1925, en 1930 ou encore en 1938, quand les revendications kurdes et alévis dans la région de Dersim sont matées avec férocité. Le massacre que le gouvernement turc a perpétré en 1938 dans la province de Dersim est même qualifié par certains spécialistes d'entreprise d'extermination, de génocide. C'est un événement déterminant dans l'histoire de la Turquie. Aux côtés des Kurdes, souffrent à égalité les Alévis, ces tenants d'un islam libéral, dissident et réfractaire, dépositaire d'un lourd héritage d'exclusion et de persécution. On peut dire que l'alévisme humanise Dieu et divinise l'homme. C'est ça son credo. À la différence de beaucoup d'autres religions ou de confessions, l'alévisme n'accepte pas de pouvoir pyramidal. Il n'a pas de structure hiérarchique. Kurdes et Alévis forment ensemble près d'un tiers de la population turque. La négation de leur existence afin de les dissoudre dans le peuple unique est restée constante. La fiction se perpétue et avec elle, la confrontation. Même si l'égalité de tous figure aux articles 10 et 24 de la Constitution turque, les Alévis demeurent des citoyens de second rang au titre de leur singularité religieuse et les Kurdes de leur particularité ethnique. C'est là où leurs destins problématiques se rejoignent. Destin tragique surtout, et autre trou noir de l'histoire turque. En un siècle, rien n'a été réglé de ce conflit originel. Là aussi, l'unité de la nation, l'intégrité du territoire, l'indivisibilité de la République, ont force de loi divine. La Turquie
a presque exclusivement tenté de régler ce problème par la force au cours de ces 100 ans d'histoire dans la République turque, sauf dans les tout débuts de l'ère Erdogan, où on a essayé de trouver une solution politique. Toujours est-il que ça n'a pas duré, comme on le sait, et on est revenu à nouveau à la politique traditionnelle de la Turquie vis-à-vis du Kurdistan, c'est-à-dire, en fait, une politique uniquement répressive. Ainsi, pour asseoir l'unité nationale, la guerre intérieure se poursuit sous Erdogan. Cette même guerre que Kemal avait amorcée au nom de la puissance retrouvée et de la modernisation en marche. Au point d'en consacrer pour héroïne Sabiha Gökçen, l'une de ses filles adoptives et la première femme pilote d'avion de chasse au monde. Elle est doublement fille de la patrie. Elle est fille de la patrie parce qu'elle est militaire. Et comme on sait, l'armée est considérée comme le foyer par excellence de la nation. Elle a brisé ce tabou de la masculinité exclusive de l'armée. Et elle est fille de la patrie puisqu'elle est fille adoptive de l'homme qui incarne la patrie, ça veut dire Mustafa Kemal. Elle a bombardé Dersim, donc elle en relate son expérience dans de longues pages, sans remords aucun. Pour elle, au contraire, c'était des sauvages, donc bombarder les sauvages, ça ne posait aucun problème, ni éthique, ni civique. Dans le laboratoire kémaliste de la nation naissante qui doit survivre à tous ses adversaires, les femmes jouent un rôle crucial. Kemal Atatürk lui-même s'affiche en compagnie de Latifeh, son épouse. Issue d'une lignée de commerçants fortunés, elle a suivi des cours de droit à la Sorbonne à Paris. Un parcours exceptionnel pour l'époque. Il y a toute une génération avec lui, essentiellement militaire, qui voit la religion musulmane, notamment avec ses racines arabes, comme un facteur d'arriération, comme un facteur de sous-développement, comme un facteur d'échec de l'Empire ottoman. Le jury a désigné comme Miss Univers 1932 Miss Turquie. La révolution kémaliste, c'est aussi cette image inédite de Miss Turquie désignée Miss Univers en 1932. Un effet de vitrine. Née sous l'Empire ottoman tout juste 20 ans plus tôt, Keriman Alice devient aux yeux du monde entier le symbole de la femme turque émancipée. À qui Atatürk accorde le droit de vote dès 1934. La mainmise de l'État sur la société, le foyer, l'intime, est à ce prix. Et quel meilleur porte-parole pour cet homme, père de la nation, qu'une autre de ses filles adoptives, Afet Inan, qu'il présente ici à l'ambassadeur des États-Unis. Afet Hanım, will you tell us what you think of the American woman? Excellence, voulez-vous permettre que ma fille vous réponde en turc? Je vous en prie, Türkçe. Amerika kadınlığını takdir ederim. Çünkü siyasi haklarını tamamen kazanmışlardır. Türk kadınları da şimdiye kadar aldıkları haklarıyla iktifa etmeyeceklerdir. Pek yakında mebus intihab etmek ve intihab olunmak hakkını kazanacaklarına ümidim vardır ve eminim. Si ce n'est qu'Afet Inan, éduquée dans les meilleures universités européennes, sera comme sa sœur d'adoption, Sabiha Gökçen, une fervente idéologue. À la tête de l'Institut de l'Histoire nationale, elle répandra une conception raciale de l'identité turque. La condition des femmes est pour Atatürk une politique de pouvoir, comme elle l'est aujourd'hui pour Erdogan. De dévoilement en revoilement forcé, le même principe s'applique.
celui de l'embrigadement au service de la cause. Le parti AKP islamiste a obtenu le pouvoir en utilisant consciemment les femmes, notamment au moment de sa création et durant son ascension, il les a exploitées. En 1999, la députée nouvellement élue Merve Kavakchi brise un tabou en faisant son entrée au Parlement la tête recouverte d'un voile. Refoulée sans avoir pu prêter serment, elle fera condamner la Turquie par la Cour européenne des droits de l'homme, tout en devenant un apôtre international du hijab. Mais pour l'heure, dominent les affrontements de rue entre policiers et islamistes qui manifestent contre l'interdiction du voile dans les services publics et le système éducatif. Le pouvoir actuel a exploité la victimisation créée par le régime précédent, sur la question du voile par exemple, qui pour nous n'est qu'un simple foulard, celui que les femmes croyantes portent en Turquie. Comme il était impossible pour elles d'entrer à l'université, dans les écoles ou dans les établissements publics en le portant, sur ce sujet, ils ont instrumentalisé la souffrance des femmes exclues. 14 ans plus tard, en 2013, l'heure de la revanche a sonné. 4 élus enfoulardés de l'AKP, le parti d'Erdogan, se présentent devant un hémicycle apaisé. C'est le prix de la coexistence depuis que les islamo-conservateurs ont appris à utiliser la démocratie pour légaliser leurs prétentions. Il y a eu une sorte d'apprentissage du passé. La question du foulard, qui posait tellement de problèmes aux intellectuels laïcs, aujourd'hui ne pose plus aucun problème. On n'est plus du tout dans ça. Polarisé, radicalisé, le jeu des oppositions entre Kemal et Erdogan est trompeur. Sur l'islam, sur les femmes, mais aussi sur la mystique du pouvoir. Mustafa Kemal est mort relativement jeune. Il est mort à 57 ans. Et donc, du coup, il n'a pas connu énormément d'usure de pouvoir. Et il a fait en sorte que son nom ne soit utilisé par personne, y compris sa sœur n'a pas le droit de prendre son patronyme, Atatürk. Donc, du coup, il est resté vraiment seul. Et à partir du moment où il est décédé en 1938, son lieu, son image, son culte est resté irremplaçable par quelqu'un d'autre. Ce qui lui a permis de garder en même temps cette aura un peu céleste, si vous voulez. « 10 novembre, 9h05 du matin. Comme chaque année depuis 1938, au jour et à l'heure de son décès, le peuple turc rend hommage à Atatürk, le père de la nation. Mustafa Kemal est mort. Les Turcs sont orphelins. Mais que pleurent-ils? La mort du guide, qui hier a fait d'eux un pays? Ou la crainte que la toute jeune Turquie ne puisse demain lui survivre? Aziz Atatürk, İstiklal Harbimizin başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu olan şahsınızı
vefatınızın 80. yıl dönümünde bir kez daha rahmetle anıyoruz. Zat-ı devletlerinin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni dahili ve harici bedahların saldırılarına rağmen dünyanın en güçlü ve müreffeh devletlerinden biri yapma yolunda kararlılıkla yürüyoruz. Kemal Atatürk, en lecteur des philosophes des Lumières, s'est voulu un despote éclairé, prêt à réprimer comme subversive toute voix discordante, politique, religieuse ou ethnique. L'autorité immuable de la République, oui. Le jeu changeant de la démocratie, non. 80 ans plus tard, le chef suprême est de retour. C'est en majesté que le nouvel Atatürk trône dans le fastueux palais de 1000 pièces qu'il s'est fait construire à Ankara. Pour ce qui est de la théorie et de l'exercice de l'autocratie, Kemal et Erdogan sont jumeaux. Mustafa Kemal refuse l'idée de la séparation des pouvoirs. Il explique très clairement dans la nature, il n'y a pas de division de pouvoir, il n'y a pas de séparation de pouvoir. Donc le chef incarne la nation. Il incarne la nation dans son présent, mais aussi dans son passé et dans son futur. Donc le chef n'est pas seulement celui qui gouverne, mais il est l'incarnation, avec les martyrs de la nation elle-même. La symbolique et le messianisme n'empêchent pas la ruse. La fabrique nationale passe aussi par l'instrumentalisation politique. Et Kemal le visionnaire est aussi et surtout un inflexible tacticien. Il faut reconnaître cette qualité à Mustafa Kemal. C'est quelqu'un qui est un très bon chef d'état-major et qui utilise non seulement dans l'armée et dans la guerre, mais aussi dans la mise en place de ses projets, il utilise toujours le moment le plus opportun pour lui. Erdogan a retenu la leçon de manière magistrale. En termes d'opportunisme politique, il se révèle le digne héritier d'Atatürk. Milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Biz aynı vatanın adamlarıyız. Aynı anaların evlatlarıyız. Ne yapıyorsunuz ya? Erdogan est un leader qui sait tourner à son avantage les situations les plus compliquées. Il se relève encore plus fort après une chute. C'est ce qui s'est passé avec la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016. À mon avis, le 15 juillet a contribué à la renaissance d'Erdogan. Comme il en est allé 90 ans plus tôt, le 15 juin 1926 pour Kemal, lorsqu'il a échappé à Smyrne, à une tentative d'assassinat fomentée par d'anciens compagnons. Les ressemblances entre la tentative d'attentat contre Mustafa Kemal en 1926 et le coup d'État de 2016 sont assez importantes. Et Mustafa Kemal a profité de cette aventure vouée à l'échec pour réprimer tous ses opposants. Si le putsch ou l'attentat réussit, l'autocrate est renversé, mais si le putsch ou l'attentat échoue, l'autocrate devient encore plus autocrate. La phrase qu'utilise Tayyip Erdogan, alors que le putsch n'est pas encore totalement terminé, il dit « Ce putsch est un don de Dieu », et on comprend ce que c'est ce don de Dieu, ça lui donne justement les pleins de pouvoir.
En Turquie, avec les mesures prises par l'AKP, le parti d'Erdogan, le 15 juillet a marqué un recul de la démocratie, sous couvert de sauvegarde de cette dernière. Dans le balancement permanent que connaît la Turquie, révolution dans la révolution, c'est le turban qui cette fois l'a emporté sur le sabre. L'armée s'est inclinée. Une première en un siècle d'existence d'une république qui aura plusieurs fois répété son psychodrame fondateur. Car entre Kemal et Erdogan, sur 4 décennies, privé de son homme providentiel, ce sont pas moins de 4 coups d'État militaires que la Turquie va connaître. L'armée, matrice de la nation. Atatürk, l'ancien chef de guerre, admirateur de Valmy et de la conscription révolutionnaire, en avait fait le pilier de la République. Avant même l'islam, la Turquie est un État national qui se conçoit comme serviteur d'une idéologie nationale. Et l'armée est porteuse de cette gloire nationale, puisque c'est l'armée qui a fait renaître la Turquie après l'échec de l'Empire ottoman. Et à partir de là, ce n'est pas seulement la diplomatie ou le pouvoir civil qui incarne l'âme turque, mais c'est la force militaire, puisque c'est bel et bien par la reconquête du territoire national que la République s'est légitimée, s'est ancrée dans le territoire, dans l'histoire et dans la mémoire du peuple turc. Mais pourquoi est-ce que cette armée, en réalité, a joué ce rôle aussi important dans la modernisation de la Turquie? Je crois précisément que c'est à travers le service militaire. Le principal vecteur de modernisation passait par la formation des appelés. Et les appelés ont toujours été astreints à une totale laïcité. Prudente après la faillite de l'Empire ottoman, la République turque est demeurée neutre pendant la Deuxième Guerre mondiale et n'a rejoint les Alliés qu'in extremis en février 1945. Mais en adhérant au camp occidental que domine désormais Washington, les successeurs de Kemal sont contraints d'en adopter le modèle politique. Face à l'Est communiste, ils doivent régler leur montre sur l'heure démocratique. Dans l'histoire turque, un moment, on peut dire, clé est le passage au pluripartisme, en 1947-48. Puisqu'à ce moment-là, de multiples partis politiques sont constitués. La première élection, donc libre, en 1950, amène un parti opposé au parti unique créé par Atatürk au pouvoir. C'est le Parti démocrate. Or, une partie du programme du Parti démocrate, c'est une demande d'assouplissement en matière de religion. Donc, ça signifie que dès que le pouvoir kémaliste a lâché son contrôle sur la situation, immédiatement, la réaction religieuse commence petit à petit à se structurer. Les élections de 1950 portent au pouvoir Adnan Menderes. Le futur chef du gouvernement est le premier dirigeant démocratiquement élu de l'histoire turque. Le peuple est en liesse. L'État veille. Et ces conservateurs libéraux remettent en cause une partie des réformes kémalistes qui sont l'appel à la prière en turc, une partie des interdits religieux, le fait de réprimer totalement les confréries, etc., etc. Ils ne remettent pas en cause la laïcité kémaliste, mais ils adoucissent son application. Et il va y avoir immédiatement, du côté de l'autre camp, une considération comme quoi c'est la réaction, c'est la contre-révolution. Et cette idée de contre-révolution va travailler dans l'armée. Un libéralisme économique effréné fera le reste. La crise qui s'ensuit creuse à la fin des années 1950 les inégalités sociales. Face à la gronde populaire, la dérive autoritaire du gouvernement Menderes finit de provoquer le chaos. Survient alors ce qui deviendra un classique de la scène turque au XXe siècle, le coup d'État militaire.
Le 27 mai 1960, le général Gürsel et ses troupes renversent le gouvernement. La loi martiale est proclamée. À Ankara, les militaires viennent rituellement se prosterner devant le catafalque d'Atatürk pour qu'il bénisse la restauration par ses grands officiants du temple républicain. Le putsch de 1960 est un nouvel épisode du combat entre les guerriers et les clercs, les janissaires et les oulémas, qui a déchiré l'Empire ottoman et qui tenaille l'inconscient turc. La question essentielle est que la Turquie n'a jamais tenté la démocratie, car elle en a toujours eu peur. Le processus démocratique paraissait menacer l'assise républicaine. C'était donc soit la démocratie, soit la République. L'île d'Iyasiyada, au large d'Istanbul, l'ancienne Platie où Byzance écrouait les intrigants, accueille le procès du Parti démocrate et sa dramaturgie, réglée comme une liturgie profane. Condamné à la peine capitale pour atteinte à la Constitution, l'ancien Premier ministre Menderes finira pendu. Ce choc va créer un contre-choc relativement important dans la population, c'est-à-dire que dans la population conservatrice où Menderes était populaire, il va y avoir d'abord une énorme émotion, mais aussi une volonté de vengeance. La vengeance rentre dans l'histoire de la Turquie, une vengeance réciproque. D'autant plus que le feu sacré couve sous la cendre militaire. La nostalgie du guide suprême hante les campagnes où le premier putsch a réveillé le spectre de l'islam militant. Dans les années 1960, certains sociologues font des enquêtes dans les provinces anatoliennes, là où les associations pour la construction de mosquées sont très nombreuses. Et les questions qui sont posées, c'est quel type de leader vous voulez? Et les réponses sont à 80-85%. Un leader qui protège la patrie, un leader qui protège la famille, un leader qui protège l'homme, un leader qui protège et nettoie l'espace public, un leader qui protège les mosquées, un leader qui protège la nation de l'aliénation. Et ces enquêtes des années 60 nous dessinent très clairement le portrait de ce qu'Erdogan va devenir 20-25 ans après et les soutiens qui lui sont apportés. Pour l'heure, le Conseil de sécurité nationale, présidé par le général Gürsel, prend si bonne garde des clés du régime qu'il restitue le pouvoir aux civils 2 ans après le putsch et favorise même une révision libérale de la Constitution. L'armée n'a pas non plus à craindre, à l'international, les reproches de ses alliés. Jouant un rôle charnière dans la guerre froide qui oppose l'Est à l'Ouest, la Turquie bénéficie du soutien politique, financier et logistique de Washington. Ses troupes forment une pièce maîtresse de l'Alliance Atlantique, dont elle est devenue un pivot dès l'après-guerre. Avec ses centaines de milliers de soldats, elle constitue même derrière les forces américaines la 2e armée en nombre de l'OTAN. L'ennemi de l'OTAN, c'est l'URSS, c'est l'Union soviétique. Et le pays qui borde le sud, la frontière sud de l'URSS, c'est la Turquie. Donc c'est absolument crucial pour les Alliés de faire rentrer la Turquie dans cette alliance. C'est par l'inféodation à Washington que la Turquie retrouve un sentiment de puissance. Plus que jamais, elle est un verrou entre les mondes. Sur la ligne frontière du rideau de fer qui court de la Bulgarie au Caucase, elle établit un glacis terrestre face à l'Union soviétique. Elle lui barre les voies maritimes par sa maîtrise des détroits du Bosphore et des Dardanelles.
la Turquie est devenue la sentinelle de l'Occident. Chargée d'endiguer l'ennemi, elle se voit obligée d'accueillir les bases de son suzerain américain. Partout ailleurs, particulièrement dans les anciens dominions arabes de l'Empire ottoman, le communisme avance. En clair, les États-Unis n'avaient plus que la Turquie comme pays fiable, sûr et stable. Mais pour ce faire, bien entendu, les États-Unis s'appuyaient sur la force irremplaçable qu'était l'armée turque. Donc, incontestablement, la diplomatie américaine a appuyé l'armée turque dans un certain nombre de ses exactions contre la démocratie turque, et les militaires turcs ont toujours fonctionné avec l'onction de Washington. Le matériel était américain, la stratégie était américaine, et honnêtement, beaucoup d'ordres venaient de Washington. En 1971, comme 11 ans plus tôt, en 1960, l'armée proclame à nouveau la loi martiale. Ce deuxième coup d'État ambitionne à son tour de restaurer l'ordre kémaliste. Mais la bataille idéologique qui divise la planète finit par gagner la Turquie et la dévore de l'intérieur en embrasant la rue. En Turquie également, le mouvement de 1968 s'est très vite durci. De nombreux mouvements de gauche ont vu le jour et ont voulu s'emparer de l'État par des moyens révolutionnaires. Ce qui a provoqué, dans les années 1970, les prémices d'une guerre civile. Mais la guerre au cours de cette décennie 70 se fait aussi extérieure, bousculant l'illusion des frontières. Objet de conflits latents entre Ankara et Athènes, l'île de Chypre devient le théâtre d'un nouveau conflit armé turco-grec. Il faut comprendre les complications chypriotes en se rendant compte de l'importance géopolitique et géostratégique de Chypre pour l'ensemble de l'environnement géopolitique, c'est-à-dire pas seulement pour la Grèce et la Turquie, pas seulement pour les puissances de la région comme l'Égypte, mais aussi pour les Russes, pour les Américains, pour les Anglais, demain pour les Chinois. Le 20 juillet 1974, en réponse à une tentative grecque de renverser le président de l'île, le prélat tiers-mondiste Makarios, la Turquie intervient militairement à Chypre, au prétexte de secourir la minorité turcophone contre la majorité hellénophone. Elle bombarde au napalm, s'empare d'un tiers du territoire, en impose la partition et déclenche un nouvel échange des populations avant de procéder à une intense politique de colonisation. L'affaire de Chypre a certainement beaucoup compliqué les relations entre la Turquie et les Alliés. Je ne parle même pas de l'Union européenne, parce qu'il est clair qu'à partir du moment où Chypre est rentrée dans l'Union européenne, la partie grécophone, si je puis dire, de la hellénophone de Chypre est rentrée dans l'Union européenne, la Turquie devenait quasiment, voyez, presque se fermer la porte. Pourtant, depuis 45 ans, la question de Chypre reste une plaie ouverte. Qu'elle se veuille kémaliste ou islamiste, la partition de l'île demeure un acquis non négociable pour la Turquie, seul pays au monde à reconnaître la République turque de Chypre du Nord. À l'intérieur, comme après le premier coup d'État, les militaires rendent le pouvoir aux civils. Mais les années 1970 s'apparentent à une plongée en enfer pour la société turque.
Sur fond de crise économique et d'instabilité politique, des affrontements sanglants opposent l'extrême gauche et l'extrême droite, avec des milliers de morts à la clé. Le bonheur d'être turc, loué par Mustafa Kemal, semble plus que jamais une utopie. On dénombrait presque une trentaine de morts tous les jours dans les villes d'Istanbul. Les campus universitaires ont retrouvé des étudiants pendus, brûlés. Les partis d'extrême gauche et d'extrême droite sont très puissants et se livraient à de véritables combats dans les villes. Le 1er mai 1977, à Istanbul, le traditionnel défilé des travailleurs se transforme en cauchemar. « 100 000 personnes sont massées sur la place Taksim, épicentre de toutes les manifestations, quand des coups de feu éclatent. Un mouvement de panique se solde par la mort de dizaines de personnes. Au pressentiment d'une nation impossible se superpose la conviction d'une démocratie indésirable. Et dans les années 70, les militaires vont profiter de ces affrontements pour pouvoir intervenir, encore une fois en 1980, sous couvert de mettre fin à l'anarchie. Et là, l'intervention des militaires en 1980 est d'une nature totalement différente. 4 heures du matin, cette nuit, en Turquie, l'armée a pris le pouvoir. Depuis l'aube, hier, l'ordre militaire règne sur la Turquie. Le général Kenan Evren semble maîtriser la situation. Les principaux chefs politiques sont toujours en garde à vue. Aucun incident n'a été... Le 12 septembre 1980, l'armée prend à nouveau le pouvoir. Pour la 3e fois en 20 ans. İşlemeyen demokrasiyi, bozulmuş demokrasiyi tekrar demokrasinin diğer kaideleriyle birlikte getirmek için bu harekatı yapmak zorunda kaldık. Le général Evren, principal instigateur du putsch, promet à son tour de rendre le pouvoir aux civils dès que l'ordre sera rétabli. Le Parlement est dissous, les partis et les syndicats sont interdits, les politiques et les activistes emprisonnés. Mais une majorité du pays respire, et les alliés occidentaux sont soulagés. Les coups d'État militaires, d'une manière générale, en Europe occidentale, on n'aime pas beaucoup ça. S'agissant du cas turc, c'est vrai que c'est différent. Tous les alliés de l'OTAN considèrent qu'en Turquie, l'armée est garante de la laïcité, de la modernité, si je puis dire, de tout le kémalisme et tout ce qu'il y a derrière, de la modernisation de la Turquie et donc in fine de sa démocratisation espérée. Donc les coups d'État en Turquie sont perçus chaque fois, et en particulier en 1980, comme un retour au chemin qui avait été tracé par Kemal Atatürk, un retour vers la démocratie occidentale. Comme lors de chaque crise, les gens disaient en désespoir de cause que l'armée arrive et qu'elle nous sauve. Et l'armée surgissait, mais au lieu de nous sauver, elle imposait des choses plus brutales. Elle détruisait la démocratie, en fait. Censure, purge, torture deviennent le quotidien de la Turquie. Il faut abattre l'hydre communiste. Les arrestations par centaines de milliers répriment toute une génération dont le bouillonnement culturel était pourtant sans précédent depuis 1923. Je me suis rendu dans un kiosque pour acheter un journal, et voilà. C'est là que tout a basculé, que ma vie a changé. Un officier de police attendait sans doute là une victime au hasard et m'a arrêté, moi. Et j'ai été torturé 11 jours durant.
Et cette torture que j'ai subie en tant que jeune homme a totalement détruit la relation de confiance que j'avais avec l'État. J'ai alors passé 4 mois en prison, durant lesquels je me suis vraiment politisé, radicalisé. Lorsque je suis sorti de prison, j'étais devenu un communiste déterminé. Les militaires sont venus à la maison, ils ont pris mon père. Le dictateur, il était toujours à la télévision. Il parlait et il utilisait beaucoup le mot communiste. Mon père n'était pas un communiste, mais tout était accusé comme communiste. Par exemple, si vous avez un livre de Paul Éluard à la maison, ou Aragon, ça pouvait être un délit. Les visites en prison, moi j'ai vécu ça quand j'étais en prison. Après, c'était quelque chose, parce que tous les cerveaux étaient en prison. Toutes les personnes qui réfléchissent, tous les poètes connus, c'est pas seulement les gens politiques, c'est pas seulement les gens dans les groupes, dans les associations, mais les écrivains, les journalistes, tout le monde. Et ils ont emprisonné, je crois, dans quelques mois, à peu près 1 million de personnes. D'un maître à l'autre de la Turquie moderne s'applique ainsi la même inflexibilité à l'encontre des ennemis de l'intérieur. Et de Kemal à Erdogan, en passant par Evren, se répète la même quête identitaire, hantée par les mêmes fantômes. Les ombres des Arméniens, des Grecs, sont emmurées dans l'oubli. Mais d'autres revenants hantent le présent. Revient d'abord le fantôme des Kurdes. Après le putsch de 1980, la répression tourne à la guerre totale entre l'État turc et le Parti des travailleurs kurdes, le PKK, mouvement révolutionnaire de lutte armée. De 1984 à 1999, les combats causent 40 000 morts. Ils ont mené une répression effroyable au Kurdistan. Lorsque l'armée était au pouvoir, la prison de Diyarbakir était un véritable enfer. Sous Erdogan, un temps tenté par la pacification, la guerre et l'enfer reprennent. Depuis 2015, l'armée turque se conduit en force d'occupation dans le sud-est du pays, à majorité kurde. Il y a 2 modèles, et l'un d'eux est de torturer, d'interdire, de faire taire ceux qui disent « je suis kurde », en leur disant « vous êtes tous turcs, les Kurdes n'existent pas ici ». Revient enfin le fantôme des Alévis, continuellement persécutés. Les massacres des Alévis à Ali Baba et à Maraş en 1978, les massacres de Sivas en 1993, de Ghazi en 1995, sont tous liés entre eux. Je n'extrapole pas en soulignant qu'ils ont pour point commun d'avoir tous commencé un vendredi, à partir de la même manipulation. Les Alévis et les communistes ont attaqué une mosquée. Ils ont insulté notre religion. Il faut exterminer ces Alévis qui attaquent notre foi, nos lieux de culte. Et les gens sortent de la prière du vendredi et ils attaquent les quartiers Alévis. Derrière ces tueries se tiennent en fait les organes d'État. Une fois, ce sont les services secrets, une autre fois, ce sont les forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes ou bien les militaires. Le sabre et le turban, encore et toujours. Mais cette fois, ils agissent en alliés objectifs.
C'est précisément la variante qu'amorce le putsch de 1980. L'armée donne dans la politique religieuse et annonce en cela les années Erdogan. L'État essaie de se reconfigurer sur une base extrêmement conservatrice turco-islamique. C'est à cette période-là qu'on adopte officiellement la synthèse dite turco-islamique. Autrement dit, on définit la nation turque à partir de l'islam, mais on définit aussi l'islam à partir de la supériorité de la nation. Donc, que se passe-t-il? Ils vont autoriser la présence, on peut dire, d'un certain enseignement religieux dans les cours donc, de religion à l'école, parce qu'ils vont établir que le meilleur moyen de combattre le communisme et l'athéisme, c'est l'éthique religieuse. İnşallah o gün uzakta değildir. Bu meydanları gene böyle insan seli halinde dolduracağımız o gün her gün biraz daha yaklaşıyor. Les mouvements musulmans étaient parfaitement libres pendant la période militaire. Le mouvement Gülen, que nous connaissons aujourd'hui, les autres aussi, eux étaient libres. Et nous étions en prison. Le prédicateur Fethullah Gülen est le fondateur de Hizmet, un organe de propagande coranique en pleine expansion dans les années 1990. On le voit ici aux côtés de l'étoile montante de l'islamisme politique, Recep Tayyip Erdogan. Encore un chassé-croisé, Atatürk avait interdit les puissantes confréries soufis. L'un de leurs chefs, Saïd Nursi, avait alors voulu les moderniser pour assurer leur prosélytisme. Fethullah Gülen est l'un de ses héritiers. Fethullah Gülen a adopté la même stratégie, ça veut dire on investit les classes moyennes, on investit un cadre urbain, on forme ses élites et on agit sur l'État à partir de nos élites. Erdogan conquiert la mairie d'Istanbul en 1994. Avant de faire de Gülen sa bête noire, en l'accusant notamment d'avoir fomenté le putsch de juillet 2016, Erdogan bénéficiera des relais gulenistes, infiltrés dans l'éducation mais aussi dans la police, la justice ou les médias. Les racines de l'essor à la fois d'Erdogan et de Gülen se trouvent dans la ligne vers islam que les États-Unis ont développée contre les soviétiques. Ils ont essayé d'acheter partout dans le monde des islamistes modérés, capables de s'entendre avec l'Occident. À mon avis, Gülen est un exemple parfait de cela. Les États-Unis ont beaucoup investi en lui et ils lui ont fourni d'importants moyens. Ils l'ont aidé à créer des bataillons éducatifs, à ouvrir des écoles partout dans le monde. En Turquie, Erdogan l'a remarqué et il a envoyé le message « Moi aussi, je suis un islamiste modéré. Investissez aussi en moi. » Entre-temps, en février 1997, l'armée a réussi son dernier coup d'État, cette fois sans violence, en forçant à la démission Necmettin Erbakan, fugace Premier ministre islamiste et l'un des mentors d'Erdogan en politique. Ce dernier qui, un an plus tard, provoque un tollé en se revendiquant de Ziya Gökalp, l'inspirateur des jeunes Turcs et du premier nationalisme turco-islamique. Ces vers déclamés en public valent à Erdogan 4 mois de prison, mais aussi de constater, à sa libération, l'étendue de son prestige. Un épisode qui le renforce aussi dans sa conviction.
Pour conquérir le pouvoir, il doit revêtir les habits d'un islamo-démocrate. Et durant toute cette phase, la popularité de Recep Tayyip Erdogan n'a cessé de monter. C'était quelque part l'aboutissement du calcul américain. Les Américains soutenaient la Turquie puisque c'était leur meilleur allié au Moyen-Orient, mais ils soutenaient et ils faisaient pression sur l'Union européenne pour qu'elle ouvre des négociations avec la Turquie. Parce que le calcul américain n'a jamais été que l'Europe soit une force autonome, susceptible de s'opposer un jour aux États-Unis. Kemal fascinait Paris, Berlin et Londres par sa volonté d'occidentaliser l'islam. Par effet de miroir, Erdogan veut séduire Bruxelles par sa promesse de démocratiser l'islamisme. Prise à partie sur les droits de l'homme, l'Europe ne va pas tarder à presser les militaires turcs de rentrer dans leurs casernes. Il y avait chez les militaires une peur d'adhérer dans l'Union européenne et une peur de perdre le rôle tutélaire de l'armée dans le régime dans le cadre du processus de démocratisation qui accompagnera forcément le processus d'adhésion. Donc du coup, Tayyip Erdogan a totalement retourné la situation, alors que dans la société turque, l'adhésion était soutenue, l'idée d'adhésion était soutenue pour plus de 70% de la population. Donc du coup, Tayyip Erdogan est devenu, venant de l'islam politique, il est devenu l'homme d'État le plus pro-adhésion de la Turquie, ce qui lui a donné du coup une base électorale qui va bien au-delà de l'islam politique. Erdogan renoue avec la figure de l'homme providentiel. S'il n'est qu'un seul père de tous les Turcs, Atatürk, il sera, lui, le frère de chaque Turc. À partir de 2002, les victoires électorales s'enchaînent sous les couleurs du mouvement qu'il a fondé, l'AKP, le Parti de la Justice et du Développement. Premier ministre pendant 11 ans, puis président de la République à partir de 2014, il mène, comme Kemal, sa longue marche en solitaire vers les pleins pouvoirs. Il existe des réalités que l'on ne peut pas ignorer. Il faut savoir qu'Erdogan est arrivé au pouvoir juste après une crise économique et il a promis une stabilité. Et c'est très important pour la Turquie, parce que les gens étaient en colère à cause des coalitions ou des gouvernements incapables d'assurer la stabilité économique pendant longtemps. Du coup, cette réaction a mené Erdogan au pouvoir et il a assuré la stabilité qu'il avait promise en fait. Il a pu garantir un certain niveau de vie aux couches populaires les plus démunies et en retour, il a gagné leur vote. De volonté hégémonique en virage autoritaire, Erdogan a fait le ménage autour de lui. En 2009, à l'issue d'une salve de procès dans l'affaire dite Ergenekon, il décapite l'état-major, accusé d'avoir comploté contre la République. Puis en 2016, à la suite de la tentative de putsch, il anéantit les gulenistes, accusés de conspiration antidémocratique. Le dynamisme économique et l'autoritarisme politique se conjuguent en une seule et même personne, non seulement pour camper l'Atatürk islamiste, mais aussi pour donner à la Turquie un rayonnement inter-islamique, pan-islamique, qu'elle n'avait jamais eu depuis l'Empire ottoman. Désabusé par l'Occident, Erdogan se tourne vers l'Orient. À la faveur des printemps arabes, il se voit à la tête d'une internationale islamique qui soumettrait à nouveau le Caire et la Mecque et ranime le vieux rêve de Kemal, dominer Mossoul et Alep. Mais cette politique néo-ottomane a vite tourné au fiasco, obligeant Ankara à s'allier avec ses adversaires impériaux de toujours, Moscou et Téhéran.
le positionnement d'Erdogan aboutit à un positionnement nulle part. Ni en Occident, ni complètement en Orient, puisque tout le monde sait que dans l'alliance hypocrite entre la Turquie et la Russie, il n'y a que des arrière-pensées et absolument pas d'adhérence. Encore une fois, la Turquie voit dans toute son implication en Syrie fondamentalement l'élimination de la cause kurde. Et le rêve d'Erdogan est très simple, il consiste à construire tout au long de la frontière turco-syrienne une bande débarrassée des éléments combattants kurdes. Mais c'est quelque part, parfois, à de véritables annexions qu'il procède. Des annexions au détriment du territoire syrien. Il est donc, sans être grand prophète, prévisible que cette zone va être très conflictuelle pour les années à venir. Comme si rien n'avait changé depuis 1923. Comme si la Turquie était condamnée à distiller son angoisse pour survivre contre ses ennemis extérieurs et intérieurs, réels ou imaginaires. Empire et nation, république et démocratie, modernité et islam, de Kemal à Erdogan, la Turquie reste un prisme des convulsions planétaires. Le massacre de Dersim, le massacre des Arméniens, le tout au cours du même siècle. Il y en a eu tellement d'autres. Plus récemment, les massacres de Maraş, Sivas. Malheureusement, nous sommes les enfants d'une histoire assombrie et entachée par toutes ces tragédies. Mais quand même, il y avait plusieurs communautés, il y avait une richesse. Et avec leur politique nationaliste, ils ont tué toutes ces richesses et ils ont créé un pays de cimetières partout. Tout est cimetière, cimetière des cultures, cimetière des individus, cimetière des chansons, cimetière des musiques, tout. Les musulmans se considèrent comme victimes des kémalistes. Les alévis sont victimes des sunnites. Les chrétiens qui restent ou les juifs sont victimes, des vraies victimes, des Arméniens, sont des vraies victimes des Turcs, de la majorité. Même l'armée se considère comme victime du pouvoir. Donc c'est une société qui a peur de son voisin. C'est une société qui a peur de son proche. Et pourtant, il existe un peuple turc qui dit non. Un peuple qui veut rompre avec l'amnésie, qui veut renouer avec la vie. Un peuple qui s'est rassemblé à Istanbul, dans l'ancien quartier grec de Pera, près de Taksim, en janvier 2007, pour suivre les funérailles de Hrant Dink. Journaliste, se voulant entièrement arménien et entièrement turc, Dink avait découvert que la fille adoptive de Mustafa Kemal, Sabiha Gökçen, la pilote de chasse, était une enfant arménienne rescapée du génocide. Insupportable révélation pour ceux qui le firent abattre par un jeune fanatisé de 17 ans. Ce jour-là, ils étaient une marée humaine à scander « Nous sommes tous des Arméniens, nous sommes tous des Hrant Dink ». Ils le scandaient en turc, en arménien, en kurde. C'est à eux qu'est dédié ce film.